Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'essentiel de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire de ce vendredi 29 novembre. Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines consacre une série de conférences aux fake news. La première avait lieu jeudi soir et nous y étions. Le projet de réforme des retraites avec sa mesure phare de système universel ne passe pas auprès de certaines professions. Jeudi 5 décembre, une grève d'envergure est annoncée. Nous aborderons le sujet avec notre invitée Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines. Les conclusions du Grenelle des violences conjugales, une nouvelle manifestation des agriculteurs et l'ouverture de la 35e campagne des Restos du Cœur. Nous ferons le tour de l'actualité de la semaine dans le département. Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines anime une série de conférences ateliers autour des fake news, de la défiance médiatique et encore des réseaux sociaux. Le premier rendez-vous s'est tenu jeudi soir à la médiathèque du Canal avec pour thème les fausses informations sur le climat. Manon Varaldo était sur place. Les fake news, qui signifient fausses informations, sont entrées dans notre langage courant. Pour lutter contre la désinformation, une conférence était organisée à la médiathèque du Canal sur le thème du climat. On n'a pas un journal télé sans des chiffres qui sont produits ou qui sont contestés par la suite. Donc ça nous a semblé intéressant pour une médiathèque de traiter ces sujets-là. Pierre-Hippolyte Sanlis a animé cette conférence et fait partie de l'association Fake Off, première association de journalistes à s'engager contre la désinformation de masse. Avec 30 journalistes, ils se sont regroupés suite aux attentats de Charlie Hebdo. On a vu un peu toutes les théories complotistes ou de désinformation un peu qui sont sorties, donc ça a été un peu violent et là on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. La défiance médiatique a été abordée avec les 50 participants avec Tchernobyl, l'incendie Lubrizol et de Rouen. Ils ont aiguisé leur esprit critique. Ils sont revenus également sur Greta Thunberg, la lanceuse d'alerte. Le journaliste a alerté le public sur l'importance de vérifier les sources, un premier pas pour lutter contre la désinformation. Ce qui m'a vraiment intéressé et que je ne connaissais pas, c'est la recherche inverse sur Google d'une information. On a une photo, on clique sur Google en inverse et il nous dit cette photo a le date de telle époque. Se rapprocher de l'essentiel, c'est le message du journaliste lors de cette conférence. La prochaine aura lieu le jeudi 16 janvier à 19h à la médiathèque du Canal. Marie Lebec, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée de la 4e circonscription des Yvelines, également vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale et vous nous accompagnerez tout au long de cette émission. Les fake news, on en parle beaucoup, il a même été décidé cette semaine de créer un conseil de déontologie journalistique et de médiation avec pour principal objectif de répondre à la défiance envers les médias. Il s'agira bien d'un organe professionnel indépendant de l'État. Est-ce qu'il était nécessaire d'agir sur cette question des fausses informations ? Alors, il y a eu des mesures législatives qui ont été prises au début du quinquennat, mais je crois qu'au-delà de ce qu'on peut faire en matière législative, il y a un vrai travail. Et moi, je voudrais notamment saluer, moi j'en ai un certain nombre dans ma circonscription, les écoles, les collèges, les lycées, qui s'engagent justement pour apprendre aux élèves à repérer des fake news. J'avais été à une conférence à l'occasion du grand débat sur le climat dans un de mes lycées. Ils avaient montré une vidéo et ce qui m'a frappé en fait, c'est que quand ils ont montré cette vidéo, aucun des élèves n'était capable de dire qui l'avait tournée, si elle était datée, si c'était un organisme officiel. C'était des bouts d'images montés les uns derrière les autres. Et voilà, on peut déplorer un petit peu qu'aujourd'hui on est très connectés et on n'est pas toujours capable de vérifier la source de l'information. Et puis on voit que les professions elles s'organisent, comme dans votre reportage avec cette association de journalistes, mais on a aussi de plus en plus quand vous faites des émissions politiques, et c'est très bien, des émissions de débat, un peu ce qui s'appelle le check info, où si quelqu'un donne une information, elle est vérifiée en instantané. Et je crois que c'est un peu par tous ces outils combinés, en plus de ce qu'on peut faire en matière législative, qu'on arrivera à interpeller les gens sur la question des fake news et leur rappeler que quand on prend une information, il faut absolument la regarder avec un œil très critique. Alors justement, une information qui peut avoir un œil très critique et qui peut avoir du mal à lutter contre les fake news, c'est ce projet de réforme des retraites qu'on va aborder. Alors nous avons déjà reçu dans le JT et dans l'hebdo des syndicats et des députés pour en parler. Je souhaitais avec vous faire un point avant cette grève du 5 décembre qui s'annonce très suivie. Principale mesure, la fin des régimes spéciaux pour un système universel. Beaucoup d'autres points restent encore à ajuster. La concertation est d'ailleurs toujours en cours. Elle devrait, selon le Premier ministre Édouard Philippe, s'achever aux alentours du 9 ou 10 décembre. Marie Lebec, pour cette réforme, le gouvernement a engagé beaucoup de travail. Les députés La République En Marche organisent même des débats sur le sujet toutes les semaines partout en France. Pourquoi les réticences continuent avec notamment cette importante grève à venir ?
Alors, il y a des réticences qui sont parfaitement légitimes. On parle en fait de quel sera votre avenir une fois que vous ne serez plus salarié. Finalement, quand vous travaillez, quand vous êtes un actif, vous garantissez votre niveau de vie puisque vous gagnez un salaire qui vous permet de vivre. Quand vous arrêtez de travailler, que vous devenez un retraité, en fait, vous avez acquis un certain nombre de droits au cours de votre vie professionnelle, mais vous n'êtes plus vraiment maître du revenu de remplacement que vous allez avoir. Et donc, c'est très inquiétant pour les Français puisque c'est en fait finalement un système de confiance entre les générations, puisqu'en France, on est dans un système de répartition, mais aussi entre la génération de personnes retraitées et l'État. Donc c'est normal. Ensuite, c'est angoissant parce que on met en place une réforme de très grande ampleur. On ne pense pas le système comme ça a été fait à 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est souvent ce qu'on a vu avec les réformes précédentes. On dit aux Français, il faut que vous soyez capable de vous projeter sur une réforme qui va vous amener à 50, 60, 70 ans. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à penser. Après, je voudrais rassurer quand même les Français. On a pris le temps de la concertation. Ça fait 2 ans et demi qu'on en parle de cette réforme. On a les piliers, le dur de la réforme. On garde la répartition, on met en place un système par points, on met la fin des régimes spéciaux en place pour un système universel, on corrige un certain nombre d'inégalités qui existent dans le système. Et puis, en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a la grève la semaine prochaine, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est pas tellement de mettre le pilier commun, c'est comment est-ce qu'on ramène tous les 42 régimes dans le régime universel. Et ça, c'est difficile parce que ça veut dire aller voir chaque profession, chacun des 42 régimes, et leur dire, bon, comment on fait pour que le contrat qui nous liait évolue vers le régime universel. Donc, moi, je déplore qu'il y ait la grève du 5 parce que on annonce déjà une grève avant même d'avoir fini les négociations et de savoir si oui ou non on est d'accord. Pour autant, on a des négociations qui vont bien. On a eu des rencontres avec le Premier ministre qui nous a dit il y a des points de convergence, il y a des points de divergence avec les syndicats, mais il y a un chemin. On est capable de le trouver et on va y arriver. Puis ensuite, on prend le temps de la concertation. On va assez lentement sur cette réforme parce que quand vous faites une réforme d'aussi grande ampleur, il faut accepter de prendre le temps. Et ensuite, effectivement, les parlementaires, avec notamment sous l'égide de Jean-Paul Delevoye, se sont très organisés pour aller partout sur le territoire parler de cette réforme. Pourquoi il faut en parler ? Parce que il y a beaucoup d'incertitudes qui sont liées à cette réforme. Il y a beaucoup de fake news, comme vous l'avez dit. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne connaissent pas le système actuel et donc qui ont du mal à se projeter sur le système de demain si vous n'êtes déjà pas en maîtrise de ce qu'est votre régime de retraite aujourd'hui. Et donc, on a des parlementaires, on en a 40 à peu près, spécialisés sur cette thématique, qui sillonnent la France. Il y a 150 réunions prévues. Il y en a déjà la moitié qui a été honorée. Et de toute façon, le dispositif va continuer jusqu'à ce que la réforme soit adoptée. Et qu'est-ce qui sort de ces réunions ? Quels sont les points d'inquiétude et sur quoi ils peuvent rassurer les députés ? Alors, ce qui fonctionne assez bien, c'est l'universalité du système. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les Français trouvent ça assez paradoxal qu'il y ait des avantages qui soient liés à des métiers. Ils ne sont pas liés à des individus. Vous pouvez avoir, en tant qu'individu, une carrière qui est jalonnée d'événements et qui fait que vous allez acquérir des droits. Mais aujourd'hui, c'est pas lié à ces individus, c'est lié au métier. Et donc, cet attachement à la fin des régimes spéciaux, non pas pour un régime moindre, mais pour un régime pour l'ensemble des Français, beaucoup plus adapté à votre carrière professionnelle, au fait que vous commencez dans un métier, mais vous pouvez aussi terminer dans un autre. Et hier, j'avais une réunion publique dans ma circonscription, un exemple très intéressant. Une femme, elle a fait une bonne partie de sa carrière professionnelle dans le privé, puis elle vient de basculer dans la fonction publique. Et elle dit, moi je suis incapable de lire mon système de retraite. Est-ce que c'est mes 25 meilleures années ? Est-ce que c'est mes 6 derniers mois ? Comment est-ce qu'ils vont calculer ? Et donc ça, l'universalité, c'est quelque chose qui marche très bien. Le régime par points aussi, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place pour une partie des Français. Si vous êtes cadre, rattaché à l'Agirc Arco, vous avez un régime par points et c'est géré par les partenaires sociaux, c'est bien géré, il y a des excédents. Les points difficiles, peut-être, c'est pour un certain nombre de professions, je pense aux avocats, je pense aux professions libérales, où effectivement, on voit que pour l'instant, ils ne se projettent pas encore dans le nouveau régime. Certains nous disent qu'ils sont encore très attachés à garder, ce qui n'est pas un régime spécial, mais une caisse autonome, c'est comme le cas des avocats. Il faut qu'on aille convaincre du bien fondé de pourquoi il faut que tout le monde soit dans le système universel. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu un travail où il faut prendre les avocats presque les uns derrière les autres pour leur expliquer. Et puis je pense enfin que ces points durs, ils pourront être levés qu'une fois qu'on aura commencer à avoir des accords avec certaines professions ou certains régimes spéciaux, parce que ça rassurera les autres sur la logique et le bien fondé de notre démarche. Alors, il y a quand même cette grande grève du 5 décembre. Pour mieux vous accompagner pour cette grève, on fera une édition spéciale le 4 décembre, donc la veille. Vous pouvez la retrouver sur le 7-8 journal. On va changer de thématique.
On va parler du Grenelle des violences conjugales. Donc, après 3 mois, le Grenelle des violences conjugales a pris fin lundi pour la Journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'occasion pour le gouvernement de rendre son bilan avec une 50aine d'annonces. Parmi les principales, l'ouverture de centres de prise en charge pour les conjoints violents. L'État va cofinancer à 50% 2 sites dans chaque région de France. La suspension de l'autorité parentale des pères violents. La notion d'emprise sera inscrite dans le Code civil et pénal. Offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical en cas de danger de mort. Enfin, former les enseignants sur l'égalité entre les filles et les garçons. Elles seront soumises aux députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous les défendrez ? Alors bien sûr, et il y a déjà une partie de ces mesures législatives qui ont pu être retranscrites dans la loi, parce que vous savez que mon collègue Aurélien Pradier, qui est chez les LR, je vous le dis parce que c'est pour montrer aussi que le sujet fait extrêmement consensus, qui a déposé un projet de loi à la mi-octobre à peu près, et il y a eu ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui a eu lieu cette semaine sur le texte, avec effectivement le bracelet anti-rapprochement, opérationnel dès le début de l'année prochaine, et puis la question de l'autorité parentale. Voilà, c'était des mesures qui étaient prises, qui ont été prises avant la fin du Grenelle. On a aussi beaucoup travaillé avec La République En Marche, les députés de la majorité, pour enrichir ce texte, le faire aboutir, et ça nous permet d'avoir des premières mesures qui vont rentrer en action très rapidement. Et puis on a ce qui sort des conclusions du Grenelle et que vous avez rappelé, et donc il y a une autre proposition de loi qui a été déposée par 2 de mes collègues, Guillaume Gouffier-Cha et puis Bérangère Couillard, et donc là ça complétera les dispositifs. Et puis on a toute une série de mesures réglementaires qui ne nécessitent pas de passer par la loi. Je pense par exemple au 3919, le numéro d'urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui du coup sera, c'est dès que c'est acté par le ministère, ça rentrera en application. Ce matin, j'étais dans une association justement pour faire un petit peu le point sur ces mesures, leur demander leur retour. Ils ont bien insisté sur la transversalité des acteurs, la nécessité de créer des ponts entre les acteurs, et je crois que c'est ce qu'on va devoir contrôler, ce sur quoi on va devoir être vigilant, de vérifier que entre la police, la justice, les médecins, les associations qui parfois accompagnent les victimes, les avocats qui aussi leur fournissent un conseil juridique, que tout le monde communique bien, se parle bien, et qu'il n'y ait pas à un moment de femmes qui se retrouvent seules, isolées et sans solution. Alors lundi, nous recevions en plateau une représentante yvelinoise du collectif Nous Toutes. Ce collectif à l'origine de la grande marche contre les violences sexistes et sexuelles qui a réuni 49 000 personnes à Paris, selon un organisme de comptage indépendant. Je vous laisse l'écouter. Aucun budget supplémentaire n'a été débloqué, ce qui veut dire qu'aucune action supplémentaire ne sera faite. Bon, les quelques mesures pénales ou autres juridiques sont intéressantes, bien sûr, mais sans argent... On sait bien que les associations ne pourront pas faire grand-chose de plus. Dans les commissariats, les gens sont débordés. On parle de 80 personnes supplémentaires pour mieux accueillir les gens. Dans un pays comme la France, qui a presque 100 départements, ça ne fait même pas une personne par département, c'est insuffisant. Et voilà, on est très déçus au niveau du budget parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une vraie volonté de changer les choses. Alors, Nous Toutes réclament 1 milliard d'euros dans la lutte contre les violences faites aux femmes, un chiffre préconisé dans un rapport publié en novembre 2018 par 5 organismes. Ce milliard, le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé, mais pour l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ce sont 360 millions qui seront dédiés spécifiquement à la lutte contre les violences, une somme sur laquelle s'est penchée la Commission des finances du Sénat. Il a remis un rapport consacré au budget gouvernemental de 2020. Il apporte des précisions et montre que le montant effectif est en réalité de 57,8 millions. Il précise aussi que les crédits affectés à la prévention diminuent entre 2020 et 2019. Est-ce que le gouvernement fait réellement des efforts ou se conforte de ce qui était déjà présent ? Non, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je connais bien ces discussions budgétaires parce que je sais, et notamment pour des secteurs qui sont aussi engagés, que la question de l'augmentation du budget, c'est toujours un point très dur et très sensible, et qu'on a toujours l'impression que l'État, et particulièrement en ce moment où cette question des violences faites aux femmes est vraiment au cœur de l'agenda politique, j'ai toujours l'impression que l'État ne met pas assez d'argent. Mais je voudrais dire qu'au-delà de cette question du budget, il y a un certain nombre de moyens qui sont déplacés. Il y a aussi un certain nombre de procédures qui doivent être mises en place. Moi, j'ai fait organiser par la préfecture des Yvelines la première journée, il y avait 3 journées thématiques, la première journée sur la coordination des acteurs. J'insiste un peu sur ce point-là parce que, en fait, il y a dans les Yvelines énormément d'acteurs, il y a beaucoup d'acteurs associatifs, et la plupart ont dit, à l'occasion de cette réunion, en fait,
on se connaît pas, on se parle pas, on n'est pas forcément en lien. Et ça, il n'y a pas besoin de budget pour corriger ça. Il y a l'association dont je vous ai parlé ce matin, ils nous ont dit, ils ont fait le test, ils ont appelé le 3919, et puis ils se sont fait passer pour une femme victime de violence dans les Yvelines. Et le 3919 leur a dit, madame, si vous voulez avoir un accompagnement, il faudra aller à Bondy. Bondy, quand vous êtes, si on prend l'exemple au Mureau, beaucoup plus loin dans les Yvelines, ça fait quand même beaucoup de route pour des femmes qui sont parfois isolées, qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Et donc, je crois il y a un problème sur le référencement, par exemple, des associations par le 3919. Est-ce qu'elles sont toutes bien identifiées? Est-ce qu'on peut bien orienter les femmes? Je crois qu'il y a ce premier enjeu-là de la coordination, de la transversalité. Et puis, il y a aussi des idées qui peuvent revenir du terrain. L'association avec qui j'étais ce matin, elle nous dit, pourquoi est-ce que, parce que la personne dans votre reportage parlait des commissariats de police qui sont engorgés, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel à la police municipale, notamment pour accompagner les femmes à leur domicile si elles ont dû le quitter, pour aller récupérer des affaires, pour récupérer des plaintes éventuellement. Donc avant qu'on parle uniquement de budget, parce que c'est une question qui est difficile, je ne nie pas qu'il n'y a pas besoin de budget, mais avant la question du budget, il faut regarder ce qu'on peut faire pour améliorer l'effectivité de tous les acteurs. Vous pourriez mettre beaucoup plus d'argent sur la police nationale et les dépôts de plainte. Ça n'empêcherait pas qu'il pourrait y avoir toujours un engorgement. Il pourrait y avoir toujours des femmes qui sont réticentes à aller porter plainte au commissariat. Donc, bien sûr, la question budgétaire est importante. Il y a d'autres moyens aussi de lutte contre les violences faites aux femmes. On a un projet de loi sur l'émancipation économique des femmes, justement, qui parfois sont en fait sous l'emprise psychologique, bien sûr, physique de leur mari, mais aussi économique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, et je crois que c'est cette politique coordonnée. On évaluera s'il y a besoin de dotation et de crédits supplémentaires. On pourra toujours le faire en 2020. Puisque vous parliez de la police, justement, il y a 1 an était inaugurée au commissariat de Guyancourt une plateforme pour signaler les violences sexistes et sexuelles. Il en existe seulement 2 en France. Aurélien, on s'y est rendu pour un premier bilan 1 an après. Une conversation anonyme entre un policier et une victime de violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Depuis 1 an, 18 policiers se relaient 7 jours sur 7 au 3e étage du commissariat de Guyancourt. Inaugurée par plusieurs ministres, cette plateforme permet aux victimes de pouvoir s'exprimer ou se confier. Plus de 5000 signalements ont été enregistrés, dont 35% ont été transmis aux services territoriaux pour des dépôts de plaintes ou encore des prises de procès-verbaux. Nous avons des chats qui viennent d'outre-mer, mais également d'un peu partout en France, surtout sur des grosses villes. On peut quand même dire que Paris, Bordeaux, Lyon, Lille ont beaucoup plus de contacts chat que des villes un peu plus petites au centre de la France. En moyenne, un chat avec une victime, c'est environ 54 minutes. C'est une moyenne. On a des chats beaucoup plus longs qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Les signalements concernent en premier les violences sexuelles, viennent ensuite les violences conjugales et les violences sexistes. Tous ces policiers ont reçu une formation spécifique et sont épaulés par Camille Pougny. C'est la psychologue de cette plateforme, elle les accompagne au quotidien. Il y en a qui apprécient pouvoir durant un temps ensuite parler avec moi de certains chats qu'ils ont eus, qui ont pu plus les marquer que d'autres. J'essaye de rester au maximum disponible pour pouvoir répondre à toutes leurs questions, sachant que le but c'est qu'ils soient quand même autonomes et qu'ils puissent répondre eux-mêmes aux victimes. Moi je suis un peu le filet de secours lorsqu'effectivement eux sont en difficulté. La plateforme, ouverte à toutes et tous, pourrait être amenée à évoluer avec le recrutement de nouveaux opérateurs ou l'élargissement du domaine des infractions. Autre exemple de dispositif, un bus santé pour les femmes. Il a été inauguré cette semaine. C'est une idée de l'Institut des Hauts-de-Seine à laquelle se sont associés les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et la RATP. Ils sillonnent dès à présent les 2 départements pour rompre l'isolement des femmes et leur proposer assistance médicale et juridique gratuitement. On ferme désormais notre page consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et on va s'intéresser aux problématiques rencontrées par les agriculteurs. Mercredi, les agriculteurs yvelinois ont répondu à l'appel à la manifestation de la Fédération nationale des syndicats agricoles et des jeunes agriculteurs. Ils ont pris le départ à Bazainville pour retrouver leurs homologues d'autres départements sur le périphérique parisien. 1 millier de tracteurs au total a bloqué la route toute la journée. On écoute l'un d'entre eux interrogé par Nicolas Dandry. L'agriculture française, c'est une des premières puissances économiques du pays et on tue cette agriculture, on tue cette économie. On alerte, demain, aujourd'hui on est capable de nourrir notre population, demain on va importer et on mangera du grand n'importe quoi. Et ça c'est vraiment, ça me désole pour mes enfants, pour mes petits-neveux, pour mes voisins et pour tous les Français.
Alors, une délégation a été reçue par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, à 17h. Une longue réunion suite à laquelle la FNSEA a annoncé suspendre le mouvement. Avec les jeunes agriculteurs, elle devrait rencontrer le Premier ministre Édouard Philippe le 3 décembre. Les tracteurs ont repris le chemin des champs dans la soirée. Marie Lebec, les agriculteurs disent se sentir abandonnés. Que faire pour les soutenir ? Alors, je voudrais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les agriculteurs depuis le début. Il y a vraiment un dialogue suivi. Moi, j'ai mon voisin dans l'hémicycle et aussi collègue Jean-Baptiste Moreau, qui est député de la Creuse, qui est lui-même agriculteur, qui accompagne beaucoup ce sujet. Et donc, ils ont vraiment des gens compétents pour les écouter, pour mettre en place. On a voté un projet de loi sur l'alimentation, l'agriculture au début du mandat, qui vise justement à rétablir l'équilibre des relations commerciales entre les transformateurs, la grande distribution et les agriculteurs. Aujourd'hui, et on en est conscient, les résultats ne sont pas totalement satisfaisants. Les dispositions prises dans la loi mettent beaucoup de temps à rentrer en vigueur sur le terrain. Et donc, à partir du 1er décembre, les négociations commerciales vont démarrer pour justement forcer un petit peu la main, notamment de la grande distribution, parce que j'ai des collègues aussi qui travaillent sur les pratiques de la grande distribution, pour justement leur dire il faut respecter les agriculteurs, sinon, comme c'est dit très justement dans le reportage, on va tuer l'agriculture française et on sera dans l'importation. On a une vraie lutte à mettre en place contre l'agribashing. Moi, je suis très choquée des méthodes d'associations comme L214 qui rentrent dans des élevages. C'est de la violation de propriété privée. C'est absolument inadmissible. On peut alerter les Français. Doit travailler sur les conditions et sur la condition de le bien-être animal. Ça, c'est absolument fondamental. Je crois qu'il faut aussi respecter les agriculteurs. Vous savez, quand vous êtes éleveur, quand vous êtes éleveur laitier, par exemple, que vous travaillez 7 jours sur 7, que vous levez à 5h du matin pour faire la traite, vous n'êtes pas pour le mal-être animal. Vous aimez vos animaux, sinon vous ne faites pas ce métier-là, vu les sacrifices que c'est. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on soit dans une lutte et dans une position même juridique extrêmement ferme, que ceux qui rentrent dans les abattoirs, ceux qui agressent les agriculteurs quand ils font leur métier, soient condamnés. Je crois que c'est très, très important. Il faut qu'on travaille davantage avec eux sur toutes les questions des relations commerciales. Mais par contre, il y a un point, on a aussi besoin que les agriculteurs soient très proactifs sur leur situation. On a, je sais qu'ils sont pas toujours, certaines filières sont pour, d'autres sont contre, mais par exemple les traités commerciaux internationaux, quand le président de la République va débloquer des quotas à l'export pour la viande bovine en Chine, il faut absolument qu'on ait des fédérations qui s'emparent de ces sujets, qui forment les agriculteurs, qui les accompagnent, qui les aident à exporter. C'est absolument fondamental parce que au-delà du marché français, il faut qu'ils gardent à l'esprit qu'ils ont d'autres débouchés. L'agriculture française, c'est une agriculture de qualité, c'est une agriculture de confiance, et donc il y a aussi en dehors du marché national, de vraies opportunités pour eux qui permettront aussi de retrouver un peu d'oxygène. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Merci Marie Lebec d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes députée de la 4e circonscription des Yvelines et vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Mardi, les Restos du Cœur lançaient leur 35e campagne d'hiver. Une mobilisation dans toute la France avec 73 000 bénévoles. Dans les Yvelines, les entrepôts ont déjà rempli leur stock de produits pour les redistribuer dans les 26 centres. Mathilde Demilly s'est rendue au Clé-sous-Bois. Jacques commence sa journée à 6h30 à l'entrepôt des Restos du Cœur au Clé-sous-Bois. Depuis 12 ans, il a les mêmes rituels, préparer les commandes, les emballer et les charger. Mais depuis quelque temps, le manque d'effectifs se fait de plus en plus ressentir. Les années passent, si vous voulez, hier 25 kilos, c'était rigolo. Aujourd'hui 25 kilos, on arrive tous dans les 70 ans passés, 25 kilos deviennent très très lourds. Et on demande à chacun, attention, fais attention à ci, fais attention à ça. Et on essaie d'aller de l'avant. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, s'il nous manque une personne, c'est un problème. Dans les Yvelines, 1200 bénévoles travaillent chaque jour dans les 26 centres pour distribuer les denrées alimentaires. Élu depuis septembre, le nouveau président s'inquiète du peu d'intérêt que porte la jeunesse pour l'association. On a de moins en moins de candidatures et hélas, on a quand même un certain nombre de bénévoles qui nous quittent pour des raisons tout à fait normales, c'est qu'ils ont suffisamment donné de temps, qu'ils aspirent à avoir un peu plus de tranquillité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème dont souffrent avant tout les Restos du Cœur et le réseau associatif, c'est un manque de bénévoles. Un appel à l'aide de l'association pour combler le manque d'effectifs. Malgré le besoin de bénévoles, les livraisons arriveront à temps à Trappes, Saint-Cyr, Bois d'Arcy et tous les autres centres des Restos du Cœur dans les Yvelines.
Un petit mot Paris 2024. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, a annoncé la liste des 500 premières collectivités à avoir décroché le label Terre de Jeux 2024. Parmi elles, 14 entités yvelinoises. On retrouve notamment Saint-Quentin en Yvelines, Guyancourt, Plaisir, Élancourt, Poissy, Saint-Germain-en-Laye et encore Croissy-sur-Seine. Ce label permettra aussi de devenir des centres de préparation aux Jeux. Ils pourront également accueillir des délégations pendant les Jeux olympiques et paralympiques sur les périodes de compétition. Michael Elmide reviendra largement sur cette information dans le prochain 7-8 Sport de lundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des images de la boîte aux lettres du Père Noël installée à Montigny-le-Bretonneux. Plusieurs de vos communes les mettent à votre disposition pour poster vos listes de cadeaux. Retour de l'actualité locale dès lundi avec le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV78.